J'ai passé un très bon moment et c'est une bonne fin de saison. Mais j'ai été un peu déçu. Mais où sont passées mes bonnes manières? Salut tout le monde, c'est Scream et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la fin de la saison 4, à savoir les épisodes 11, 12 et 13. Je rappelle comme d'habitude qu'on va spoiler dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à aller les visionner sur Oku tant qu'ils sont disponibles. Et quoi qu'on en pense, c'était quand même une sacrée aventure que l'on suit depuis maintenant plus de 15 ans. Et oui, le final a été à la hauteur de mes attentes, mais il y a quand même quelques défauts qui m'empêchent de mettre la note maximale. Mais comme d'habitude, il va falloir développer tout ça. Et je tiens à rappeler que si vous êtes en désaccord avec moi, c'est tout à fait normal. Et si c'est le cas, je vous invite à exprimer votre opinion en commentaire. Sur ce, commençons. Je ne pense pas que je vais trop m'attarder sur l'épisode 11, car il faut reconnaître qu'il est pas mal éclipsé par les épisodes suivants. Mais ce dernier permet malgré tout de bien reposer les enjeux et de regrouper les personnages. Ceci étant dit, je dois avouer que j'ai bien rigolé devant la scène où les Yop confondent Yugo avec Oropo. Arrêtez les amis, c'est moi, Yugo. Triste-Pain, arrête, je suis ton ami. Je vous dis que c'est moi. Et je suis Yugo, pauvre crétin. Aucun de vous ne veut le comprendre. La scène est d'ailleurs plutôt bien animée avec la présence de Mathieu, nous offrant pour la première fois un duel entre Triste-Pain et Yugo, mais ça reste quand même un combat qui aurait pu être évité. Quant à Ruel, j'ai déjà exprimé les raisons qui ont fait que je sortais du personnage, alors je ne vais pas revenir dessus, mais il a tout à fait sa place dans la bataille finale. Mais j'ai été surpris de voir que personne n'a eu de réaction particulière à la vue des ailes que Yugo cachait sous son chapeau, car de notre point de vue, c'était censé être la première fois qu'il les voyait. Mais pour l'instant, à l'autre bout du monde, Tauros commence à faire son entrée à Brakmar en provoquant des cataclysmes. Peut-être qu'il y parvient avec l'aide de l'un de ses Dofus élémentaires, mais impossible à dire. En tout cas, j'ai eu la même réaction que lui à l'égard des défenses brakmariennes. C'est tout ce que vous avez à proposer. C'est très décevant. Et même si Tauros est sûr de sa victoire, ça ne l'empêche pas d'avoir recours à une stratégie pour envahir le royaume Sadida. Et sa présence terrifie toujours autant la déesse Héliatrope. Yugo, qui fait son retour au royaume Sadida, se doit donc de s'opposer à la décision de sa mère, qui privilégie toujours autant la fuite. Il commence alors à avoir un discours de roi charismatique, en laissant le choix à ses sujets de se battre pour lui ou non. Et je suis aussi content de voir que Armand, qui ne fait toujours pas entièrement confiance au peuple Héliatrope, mais qui est tout de même forcé de reconnaître qu'il a plus que jamais aujourd'hui besoin d'eux et de la confrérie. La déesse, qui accepte à contre-cœur la décision de ses enfants, part probablement dans un autre monde, a tout de même laissé une barrière de protection en guise de son dernier soutien. Le personnage aura donc servi à introduire la menace des nécromes et ne s'impliquera pas plus que ça dans le conflit. Ce qui ne m'a pas forcément dérangé car on nous a bien fait comprendre qu'elle ne pouvait pas se battre, mais elle nous laisse quand même avec pas mal de questions en suspens. C'est un sujet que nous aborderons plus tard. Yugo utilise alors l'héliasphère, octroyant ainsi aux autres personnages un power-up avec un contre-coup assez violent. Ce qui je trouve est une bonne idée pour faire du fanservice en créant un enjeu supplémentaire. Et pour repousser les nécromes, on aura le droit à plusieurs hommages au rang classique de l'animation japonaise. Je pense que vous êtes nombreux à avoir reconnu l'apparence des cheveux de Triste-Pain qui passent de jaune, violet à bleu avec les flux d'énergie de Yop, de Wakfu et de Stasis, qui est clairement une allusion aux nombreuses transformations de Sangoku en Super Saiyajin God dans Dragon Ball Super. Bon, celle-là pas très subtile je reconnais, mais c'était quand même classe. On a également quelques références à Naruto Shippuden, dont une qu'on verra un peu plus tard, et même, je crois, à Shingeki no Kyojin, au moment où les SRAM nécromes font une percée dans le mur d'Armand, qui me rappelle un peu la destruction du mur de Maria par le titan colossal et cuirassé. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir cette démesure que j'attendais dans cette saison 4, avec nos deux Yop qui font littéralement des tremblements de terre, Coulthard qui projette les nécromes à plusieurs kilomètres, et Triste-Pain qui prend la fuite pour rester auprès de sa famille. Et je suis très content de le voir agir de la sorte, car c'est bien dans cette direction qu'a évolué le personnage. Et ça montre aussi qu'il prend la menace au sérieux, qu'on a peur avec lui, et qu'il n'est plus là pour plaisanter. J'ai d'ailleurs bien aimé l'échange qu'il a eu avec Armand, et ça ne lui empêchera pas d'avoir quelques moments glorieux. Amalia, quant à elle, a plutôt une bonne synergie avec les Héliatropes, avec le retour des poupées sacrifières. Et Adamaï, qui s'est fait victimiser toute la saison, va enfin avoir son moment de gloire, contre son frère Ephraim, dans un combat singulier et épique, entre deux dragons légendaires. En revanche, j'ai l'esprit toujours aussi clair. Et je vois bien que toi et des amis préparaient quelque chose. La puissance de cet artefact qui brûle. Alors ouais, je sais pas ce qui s'est passé avec Adamaï, mais on peut dire que dans cette saison il a beaucoup pris cher.
Je trouvais que depuis son apparition avec cette nouvelle apparence dans la saison 3, le personnage avait les moyens de se démarquer, et je le pensais toujours au début de la saison 4. Mais là, je n'ai aujourd'hui plus aucun espoir pour lui, et c'est dommage. Dans les saisons précédentes, même s'il n'a pas gagné beaucoup de combats, on nous montrait quand même qu'il avait les moyens de se débrouiller, et de s'adapter avec de nombreuses formes à sa disposition. Et dans ce final, on n'aura pas le droit à sa forme draconique, ni même celle des frimes en dragon oriental qui aurait été vraiment stylée, comme on l'avait vu dans le flashback magnifique de Vincent Chansard, où quasiment tout a été fait sur papier. On a même vu la forme draconique d'Adamaï dans l'affiche de la série Bestial, ce qui est d'autant plus frustrant. Mais je reconnais quand même qu'Adamaï a plutôt fait un bon move en protégeant Gulthard, payant ainsi la dette qu'il avait envers lui dans la saison 3. Et ainsi, il a pu faire ce qu'il savait faire le mieux, les diversions. Ça ira comme diversion, Hugo? Ce qui permettra à Hugo de partir tranquille. Au passage, j'ai bien apprécié l'effet de vitesse que donnait la vision de Hugo. Mais malgré cette grande vitesse, Tauros arrivera à l'intercepter. Et bien que l'entrée de Joris est très impactante, Tauros arrivera malgré tout à venir à bout de ses deux adversaires. Mais Tauros n'est pas au bout de ses surprises, car Gulthard arrive également à la rescousse. Et Hugo n'hésitera pas une seule seconde à rejoindre le portail qui mène au Nécromonde, le lieu où se dérouleront les enjeux finaux. Mais au même moment, Rothalstrom sortait également du portail. Et à ce moment-là, toutes les scènes m'ont donné froid dans le dos. Cette ambiance apocalyptique que dégage Rothalstrom à chacun de ses pas qui font trembler la terre. La musique qui devient de plus en plus faible, le tout sous le regard d'Armand, qui lui et les autres comprennent immédiatement que si cette créature passe, ce sera la fin. Amalia propose la retraite à son frère, mais ce dernier refuse, utilise l'héliasphère et continue de faire face à la menace. Et je pense que la suite se passe de commentaires. Franchement, la scène est juste parfaite. L'émotion est là avec les larmes d'Amalia, amplifiée par le fait que Tristopin et Armand ont fait amende honorable. Et mon dieu, cette animation, cette démesure! Oui, ça fait plaisir. Et je pense également que vous serez nombreux à avoir reconnu la référence à Naruto Shippuden, quand Orochimaru a utilisé les derniers remparts de Konoha pour contrer l'attaque de Naruto en forme démon renard à 4 queues. Le seul problème, c'est que j'ai été spoil. Oui, malheureusement, quelqu'un a publié une des premières pages du webtoon de Wakfu qui arrivera très prochainement, où on nous disait justement que Armand s'était sacrifié. Donc oui, l'émotion et la mise en scène étaient là, mais pour ma part, j'avais déjà fait le deuil du personnage il y a un mois de cela, donc la sensation n'était pas pareille. Mais sinon, encore une fois, la scène était vraiment au top, épique et émotionnelle, laissant le champ de bataille dans le silence et sans vie pendant un petit moment. Mais bien sûr, la trêve ne sera que d'une courte durée. Les Nécromes continuent d'attaquer, pendant que les troupes encaissent la perte de leur roi, suivi de leur reine Aurora, qui est selon moi restée fidèle à elle-même. Mais pas le temps de se reposer, il faut prendre une décision ici et maintenant, et Amalia revient sur le devant de la scène, et sauve même Tristopin des griffes des Nécromes. Et Evangeline demandera à son mari de mettre ses enfants en sécurité, une décision qu'il acceptera à contre-cœur. Alors, j'ai pu voir que le traitement du Yop en avait déplu certains, mais pour ma part, c'est la suite logique du personnage. Alors effectivement, même s'il a bien brillé dans l'épisode précédent, on peut dire qu'il a été très rapidement mis hors combat, notamment à cause du contre-coup de l'héliasphère. D'autres en revanche ont pointé du doigt qu'il n'agissait pas en tant que dieu Yop et qu'il se faisait trop éclipser par Gulthard. Alors que bon, pour rappel, Tristopin n'est plus le dieu Yop depuis la fin des épisodes spéciaux. Quand je t'aurai rendu tes pouvoirs, tu pourras en... Jamais! Je comprends pourquoi j'en voulais plus. C'est toi qui dois les garder. Tu fais un bien meilleur dieu Yop que moi. Mais ton bras... Me permettra d'aller me reposer en famille sans qu'on vienne me casser les pieds. Donc oui, Tristopin est un mortel et peut être blessé, comme ça a toujours été le cas. Et c'est l'urgence de la situation qui le forcera à prendre une décision difficile, avant bien sûr de se faire sauver au dernier moment par Ruel, et ça fait plaisir de le voir à nouveau fusionner avec Kamasutar. Mais on va en revenir à la confrontation finale. Déjà, il faut le dire, on a été gâté en termes d'animation et d'épicness. Mais moi, ce qui m'a le plus impacté dans ce combat final, ce sont les choix de musique et de mise en scène, qui m'ont donné la sensation que le combat a voulu nous être raconté comme un événement mythique, biblique. Après tout, les combattants sont tous des êtres de légende.
ce qui donne une sensation vraiment particulière et très satisfaisante. Et mention spéciale à la colère de Yop qu'on voit dans la première fois dans une production animée d'Ankama, et ça fait très plaisir. Cela étant dit, beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi c'était Gulthard qui était choisi pour accompagner Yugo pour le combat final. Eh bien, moi-même je me suis posé la question, mais je pourrais tout simplement répondre que c'est le personnage le plus puissant du groupe sans artefact, et que c'est probablement celui qui a le plus de ressources pour encaisser l'Héliasphère. Après, quand on se rappelle qu'il s'est fait one-shot par Oropo et Racha, ça fait quand même bizarre. Donc, du point de vue puissance, d'accord, mais qu'est-ce que ça nous raconte? On a pu voir de très belles synergies entre Yugo et Gulthard avec leur meilleur combo dans les portails, mais ça m'a quand même étonné car ils n'ont jamais eu autant d'interréactions qu'à ce moment précis. On les a vus échanger 2-3 mots en début de saison, mais c'était dans le 3ème épisode des spéciaux où Gulthard avait un peu aidé Yugo à utiliser la totalité de ses pouvoirs, et peut-être qu'ils se sont revus hors champ. Mais je pense que dans la symbolique, on peut y voir un certain hommage, car Yugo et Gulthard représentent à eux deux les 2 premiers projets d'animation d'Ankama, mais aussi peut-être un parallèle entre Tauros et Gulthard, qui sont tous deux de très vieux aventuriers passés par des phases difficiles. Mais je reconnais que ce n'est pas plus exploité que ça dans la série, et que c'est une chose que seuls les fans du lore connaissent. Mais quoi qu'il en soit, le combat va se poursuivre jusque dans l'espace. Et mon dieu, il y a des fonds d'écran qui se perdent. Le plan de nos héros a donc fonctionné, Nora qui a été libérée par Joris prend à son tour possession de son frère, dans le but de recréer des portails héliatropes dans l'autre sens. Ce qui nous permettra de voir un plan magnifique avec la chute des Nécromes autour des 3 combattants. Attendez, quoi ? Les portails héliatropes de Wakfu fonctionnent contre les Nécromes? Visiblement oui, Yugo les utilise à plusieurs reprises pour contrer Tauros, donc soit les infos qu'on nous a données sont incohérentes, soit c'est la déesse héliatrope qui nous troll depuis le début. Les nécromes sont insaisissables pour moi. Ils échappent totalement à mes portails héliatropes. Mais on va être sympa, on va dire que la déesse héliatrope a beaucoup trop surestimé les Nécromes à cause de son traumatisme. Mais dans ce cas, cela signifie que le plan de Killby était tout à fait envisageable, à savoir envoyer les Nécromes dans la dimension blanche. Maintenant que tu le dis... Et ça me permet de revenir sur un point qui m'avait interpellé dans les épisodes précédents concernant le personnage de Tauros. En effet, dans ces derniers, je trouvais que Tauros perdait son aura de grande menace. Et malheureusement dans les épisodes finaux, je pense que c'est toujours le cas. Je reconnais toutefois qu'il a montré une certaine prestance quand il est arrivé à Brakmar, que son aura menaçante persiste au moment où il intercepte Yugo, et qu'il parviendra plus tard à empaler ce dernier, mais qui aura pour cause d'octroyer à son adversaire un power-up de stasis, et bien que le Wakfu soit totalement inefficace contre lui, on va y revenir, je trouve que Yugo a eu beaucoup trop de facilité à lui mettre des bâtons dans les roues, et que son aura horrifique ne faisait plus effet. Et avec le recul, ça montre aussi que la série a conscience des limites de l'antagoniste, et d'ailleurs je remercie Eina qui a apporté une réflexion plutôt intéressante à ce sujet. J'avais dit il y a quelques épisodes que le design de Tauros m'aurait terrifié étant tout jeune, mais qu'avec un regard d'adulte, il a juste l'air d'être un vieillard affaibli. Une réflexion que Yugo d'ailleurs fera. Vous êtes si vieux. Votre vue aurait pu vous faire défaut. J'aurais été bête de ne pas essayer. Et justement, je trouve que c'est un parallèle intéressant au passage de l'âge adulte, où on s'en rend compte finalement que les choses qui nous terrifiaient étant tout petits ne sont finalement pas très impressionnantes. Et si c'est ça qui a voulu être raconté avec le personnage de Tauros et le passage de Yugo en forme adulte, je dois avouer que c'est assez bien vu. Mais toutefois, concernant sa défaite à la toute fin, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'attaque de Wakfu de Yugo, qui a fonctionné contre Tauros et lui a même fait lâcher la prise qu'il avait sur Gulthard. Donc ça signifie qu'on peut quand même utiliser du Wakfu contre les Nécromes, si j'ai bien compris, à condition que ce ne soit pas directement dans leur bouche. Et je trouve malgré tout que sa chute est beaucoup trop simple. Mais la musique et la mise en scène sur le moment m'ont fait oublier tous ces petits désagréments. Mais une fois retombé au sol du Nécromonde, il découvre que Ephraim, celui qui lui devait obéissance, s'est retourné contre lui. Te voilà. Tu vas vite regretter d'être rentré. Et du coup, Nora et Ephraim lui font gentiment comprendre qu'il a perdu et que c'est un peu tout ce qu'il mérite. Sa colère et sa tristesse sont représentées par ces fameux glitches. D'ailleurs, un utilisateur Twitter du nom de Machine Bandage a repéré quelques arrêts sur image où on voyait Tauros triste sur les marches. Et bien qu'il ait représenté une certaine menace majeure pendant la partie de cette saison et qu'il ait tout donné pour mener un joli combat en 1 contre 2, en ce qui me concerne, ce n'est pas l'antagoniste qui m'a le plus laissé indifférent. J'ai cru comprendre qu'il était censé représenter le reflet d'un grand pouvoir utilisé avec de bonnes intentions,
pour le mettre en perspective avec l'usage que pourrait en faire Yugo, mais c'était déjà plus ou moins le message de Roppo, l'antagoniste de la saison précédente. Tu es si jeune, Yugo. Vous êtes tous trop jeunes pour comprendre ce que... J'ai été le premier à réunir les Sith-Dofus. Ils m'ont tout apporté et ils m'ont tout pris. Tu n'étais pas prêt à contrôler le pouvoir des Dofus. Mais au moins, il aura réussi l'exploit de rendre le héros plus fort en absorbant son énergie et en le tranchant de toutes parts, ce qui a dû sûrement convaincre Yugo de rejoindre la religion des Sacrieurs. Bon, plus sérieusement, j'ai bien vu le potentiel du méchant, mais tout comme lui, je suis un peu resté sur ma faim. Mais ce sera sur le mariage de Yugo et Amalia que se conclura la série. Alors, même si ce couple avait ses raisons d'exister, j'ai bien plus été touché par les adieux de Nora et Ephraim, qui resteront le plus longtemps possible dans le Cosmos pour protéger Ephraim de la nécronomisation. Avant de passer à la conclusion, pour la partie technique, je vais essayer de faire le tour de toutes les personnes qui ont travaillé sur le final et sur la série en général. Je remercie Incognito et Surali qui m'ont aidé à ce sujet, car il semblerait que les crédits ne donnent pas toutes les bonnes informations. On a bien évidemment Malek à la réalisation et au storyboard, Sonia pour les chara-design, Tot bien sûr pour le scénario, mais qui a également fait du montage. Je pense que Vincent Chansard était également présent pour les animations clés, Kozal qui est là depuis très longtemps chez Ankama qui est encore responsable des FX, qui était également accompagné de Renaud Bailly que je ne connaissais pas et qui a fait un très beau travail, avec également la participation de Dorian Coulon. Côté layout et animation, on a Thomas Lebeltel qui a travaillé sur énormément de plans importants dans la saison. On a également Mathieu Zekrapok, Pomme Mousse, Amandine Aramini qui a plus travaillé sur les décors, et Guillaume Achard pour bon nombre d'objets. On avait Pitch du côté édition sonore, qui a travaillé sur les musiques de Lance Dure et du jeu Waven. Et je crois probablement Guillaume Ouzé pour les musiques. Je n'ai bien évidemment pas cité tout le monde, mais j'espère qu'un jour on aura une partie making of de cette saison 4, comme on avait pour la saison 3 à ses débuts, avec pourquoi pas une conférence sur le doublage. Pour conclure, malgré tous les petits regrets que j'ai relevés, la saison 4 reste quand même vachement cool. Cependant, beaucoup se sont plaints à juste titre du manque d'informations concernant les dieux, car ce sont eux qui sont pointés du doigt dans l'histoire. Personnellement, la série m'a fait complètement oublier ces questions depuis le combat contre Kilby et Locus. On était bien sûr parti sur autre chose, mais la déesse Héliatrope faisait déjà office de divinité. Mais ces questions ne viennent pas seulement des spectateurs, mais aussi des personnages. Nous avons traversé l'Inglorium. Il est dévasté. Tous les temples sont détruits. C'est vous les responsables ? Donc, si l'objectif de la saison 3 était de nous amener sur l'Inglorium, je trouve que ça a été quand même assez sous-exploité. Mais j'ai quand même pris plaisir à suivre la direction qui a été prise. Ah, et pour ceux qui se sont plaints qu'on n'ait pas eu ça, ça ou ça, je rappelle encore une fois que ces images n'étaient pas des extraits de la 4ème saison. On est plus sur de la conception ou des choses qu'on peut plus vraiment représenter avec le contexte actuel. Par exemple, ces anneaux gigantesques étaient censés représenter les Eliaculus. Mon avis sera probablement amené à changer dans le futur, mais en tout cas j'ai pris plaisir à regarder cette saison 4, autant que j'ai pris plaisir à faire ces reviews. Honnêtement, je pensais pas que ce serait possible de tenir ce rythme, mais je suis content d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi ces dernières semaines, et si vous êtes toujours partant dans l'aventure, j'ai de grands projets sur cette chaîne concernant le Cosmos, dont certains d'entre vous qui sont là depuis très longtemps savent que je prépare une très grosse vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre attention et prenez soin de vous.